Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Titre. Titre, c'est le podcast qui, à chaque épisode, vous fait découvrir un roman avec un auteur en l'abordant et en le racontant par son titre. Cette semaine, je suis très heureuse de recevoir Okeanos. Bonjour Okeanos. Bonjour. Okeanos, tu es influenceuse littéraire spécialisée dans la dark romance et autrice. Tu es aussi connue sur les réseaux sociaux sous le nom d'Océadorable. Après des études de droit, tu choisis de t'orienter vers la littérature et tu commences à écrire en parallèle de tes activités d'influenceuse. Nous sommes ensemble aujourd'hui pour ton deuxième roman Games, le croque-mitaine, premier tome de ta trilogie publié aux éditions Chatterley. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci. Alors, Games, le croque-mitaine, raconte l'histoire d'Alexander Stakhanov, plus connu sous le nom du croque-mitaine. Alexander est un jeune homme craint, impitoyable et mystérieux, à la tête d'un réseau immense de cybercriminels agissant pour le compte des plus grands noms de la politique et des affaires. Son quotidien se retrouve bouleversé le jour où est retrouvée au sein de ses bureaux ultra protégés une jeune femme à la chevelure de feu. Bien déterminé à découvrir tous ses secrets, à commencer par son identité, Alexander est loin d'imaginer les énigmes et complots auxquels il va devoir faire face. Games, le croque-mitaine s'inscrit dans les codes de la dark romance et met en scène des jeux de pouvoir et de séduction aussi brutaux et dangereux que passionnels. Le roman soulève la question de la confiance en amour, alors même que des intérêts cachés sont en jeu, tout en abordant des thématiques faisant écho aux sujets sociétaux contemporains, tels que l'emprise ou encore le consentement. Alors, Okeanos, pourquoi avoir choisi ce titre, Games, le croque-mitaine? Alors déjà, le croque-mitaine, ça me paraissait très logique parce que dans tout le long du roman, c'est comme ça, c'est son appellation, c'est son surnom, c'est comme ça qu'on le connaît et c'est comme ça qu'il est craint. Chacun de mes personnages a un surnom et j'aime bien avoir le nom de la série entièrement et du coup en sous-titre, des petites allusions comme ça aux personnages. Games, ça vient en fait de tout ce côté dans la série, du jeu, de manipulation qu'on peut y retrouver. J'aime énormément cette connotation du jeu parce que ça peut être tellement de choses, ça peut être un jeu enfantin, mais aussi un jeu tellement adulte qu'on peut faire nous dans la vie de tous les jours. Et du coup, j'aimais beaucoup pouvoir l'inscrire comme le titre de la série. Et justement, à quel jeu jouent Alexander et Elea? Alexander et Aelia, ils jouent à un jeu très compliqué parce que ils jouent pas au même au départ. Au départ, ils jouent pas au même jeu du tout, ils connaissent pas les règles des uns et des autres. Donc c'est un jeu d'apprentissage de deux personnages qui sont très différents et en même temps qui ont, on va dire, cette alchimie entre eux qui est hyper importante. Et Léa, elle joue au jeu de récupérer son trésor. Je sais pas si je vais avoir le droit de spoiler ou pas dans ce podcast. Tu racontes ce que tu veux, tu dis tout ce que tu veux. Du coup, elle joue au jeu de récupérer la chose la plus importante pour elle. Et Alexander, il joue simplement à préserver son cerveau. Lui qui a un cerveau d'obsessionnel, il a besoin de ce genre de jeu pour le calmer. Et après, il y aura un jeu amoureux entre eux. Ah bien sûr, oui, sinon on serait pas sur de la dark romance. Alors, Games, le croque-mitaine raconte l'histoire d'un amour impossible. Est-ce que l'amour est un jeu pour toi? Non. Et je pense que c'est pour ça que j'écris des histoires où l'amour à l'intérieur est un jeu. Parce que dans ma vie de tous les jours, je suis quelqu'un qui ment pas en amour, qui n'aime pas me retrouver face à une personne qui ment en amour. Forcément, j'ai besoin de confiance en amour, comme je pense un peu tout le monde. Et c'est pour ça que j'aime bien écrire dans ces romans-là toute la manipulation et les trahisons qu'on peut avoir en amour que je n'aimerais pas du tout avoir dans ma vraie vie. Alexander, le personnage masculin principal, est un homme violent, sans pitié et craint. Qu'est-ce que tu as voulu raconter des rapports de force à travers ce personnage? Déjà, Alexander, il est devenu comme ça. Il n'est pas né comme ça. Il est devenu comme ça par rapport à son père, qui l'a un peu matrixé et créé. En fait, il a créé le croque-mitaine toute sa vie pour que son fils récupère toute son organisation. Il l'a peut-être mal fait. Et ça a créé en fait cette complexité chez Alexander de... Il est méchant, c'est un fait. Et il adore ça, hein, c'est un fait aussi. Mais il a cette vulnérabilité qui vient de son enfance, qui vient de sa construction tout au long de son enfance, mais ça n'excuse en rien les comportements, bien sûr, qu'il a tout au long du roman, que ce soit avec Elea ou les autres. Tu mets en scène des personnages de femmes fortes. Ouais. Il y a évidemment Elea, l'héroïne, mais aussi Tasha, la bras droit d'Alexander, au sujet de laquelle tu écris qu'elle a gravi les échelons de l'organisation, ce qui est assez particulier pour une femme dans ce milieu. Pourquoi c'était important pour toi de mettre en scène des femmes fortes? Alors, parce que, tout bêtement, je pense que c'est important à l'heure actuelle, quand on lit, d'avoir des personnages aussi très forts, des personnages qui peuvent s'en sortir. Et c'est ce que j'aime lire aussi déjà de base. J'ai toujours aimé lire des personnages qui s'en sortaient, qu'importe
ce qu'ils vivent, qu'importe les obstacles, j'ai été toujours fascinée par les auteurs qui arrivaient à créer des personnages qui s'en sortent dans tous les cas. Et Eléa, que ce soit Tasha, c'est vraiment très particulier. J'ai une relation, je pense, très particulière avec elle que j'aime énormément. J'avais besoin de créer ces femmes fortes et de leur donner une place réelle que je vois pas forcément tout le temps dans la dark romance. Et je voulais un peu casser les codes qu'on peut retrouver justement dans la dark romance, même si il s'inscrit clairement dans les thèmes de la DR. C'était hyper important de casser ce code-là. Le code de on peut retrouver une femme forte, une femme qui est totalement capable de diriger de la même manière qu'Alexander le croque-mitaine, et un peu bousculer les mentalités, de dire bah oui, c'est Tasha, oui, c'est une femme, et pourtant c'est le bras droit d'Alexander. Pourquoi Tasha, elle est si importante pour toi? Tasha, elle est si importante pour moi, c'est par rapport à son histoire. Elle a vécu encore quelque chose de différent d'Eléa. On en entend un petit peu parler dans le tome 1, pour ceux qui l'ont lu. On comprend qu'elle a été victime clairement, elle a été enlevée pour être vendue à d'autres personnes alors qu'elle était enfant. Elle a été prise dans les griffes de ce qu'on appelle le marché des anges, qui est littéralement, comme le dit, on vend des enfants pour d'autres hommes et d'autres femmes. D'ailleurs aussi, c'est ce que j'aborde dans le tome 2, en disant qu'une femme peut totalement être autant méchante, manipulatrice et sadique qu'un homme. Et pour moi, c'était important parce que j'ai toujours un peu cette impression quand on parle de femmes ou d'hommes victimes d'un acte grave, que ce sont des personnes détruites qui n'y arriveront à rien ou avec beaucoup de temps et beaucoup de patience. Et généralement, c'est des mots qui sont emplis de pitié. Et moi, c'est quelque chose qui m'insupporte assez. Donc, je voulais vraiment créer ce personnage très fort qui supporte pas qu'on lui parle avec pitié, qui supporte pas, qui est telle qu'elle est, malgré ce qu'elle a vécu, mais ce qu'elle a vécu la définit pas. Et pour moi, ça, c'était hyper important. De mettre en scène un Ouais. parcours de résilience. Oui, complètement. Et Tasha, elle est comme ça. À la fin de son roman, même Eléa, dans le tome 1, ce qu'elle a vécu la définit pas. Et plusieurs fois, j'essaye de faire passer ce message, de dire ce qu'on vit ne nous définit pas, qu'importe le traumatisme qu'on peut vivre. C'est pas quelque chose qui doit nous définir toute notre vie. Et je trouvais ça hyper important. Pourquoi tu as voulu mettre en scène des trafics d'enfants? Alors, j'ai fait du droit. Et il y a un procès qui m'a énormément touchée à l'époque, que j'ai vu, et qui parlait justement d'une personne qui vendait son enfant à d'autres. Et en fait, j'ai été complètement perturbée par ce côté psychologique de me dire comment est-ce qu'un être humain adulte peut se dire je vais aller faire du mal à un tout petit être, un bébé, quelqu'un d'innocent. Et je voulais vraiment un peu explorer ce côté-là aussi de tout ça. Des tréfonds de... Ouais, vraiment. Et pour moi, la dark romance, moi, je le perçois comme ça. J'aime écrire sur des sujets qui m'intéressent et qui me révoltent pour en faire quelque chose et pour, limite, oui, dénoncer. Donc, on l'a dit, tu mets en scène des personnages de femmes fortes, mais en même temps, dans le texte, il y a aussi des scènes très violentes et dégradantes à l'égard des femmes qui sont notamment objectifiées. Pourquoi est-ce récurrent dans la dark romance et pourquoi c'est aussi un élément constituant de ton récit? C'est une question complexe, ça. Je pense que déjà, faut faire la différence entre deux types de dark romance. Pour moi, il y a les dark romances qui existent, où les relations entre les personnages sont complètement saines, mais ce qui fait que c'est une dark romance, c'est tout ce qu'on va avoir autour, donc l'univers, les choses très sombres, malsaines qui peuvent y arriver. Et pourtant, les personnages ont une relation très saine, ce qui n'est pas forcément dans le cas dans Games, qui rentre dans la deuxième catégorie de dark romance pour moi, où on est vraiment dans un univers très sombre. Et alors pourquoi? Déjà, tout simplement, Alexander, c'est un homme, comme on le décrit depuis tout à l'heure, qui a l'habitude de tout diriger. On lui dit pas non, il a tendance à être très violent. Pour lui, une femme ou un homme, ça ne fait aucune différence. Il voit Eléa comme un ennemi, donc il la traite comme un ennemi, que ce soit une femme ou un homme. Pour lui, c'est quelqu'un qui s'est introduit chez lui, donc il l'a fait souffrir de la même manière qu'il ferait souffrir un homme. Et pour moi, c'était hyper important au départ d'avoir quand même ce côté où il va pas la traiter différemment. Pourquoi après ça fait partie intégrante de la dark romance, je pourrais pas, je crois, y répondre. Ça a toujours été, j'ai toujours lu des dark romances depuis que j'en lis où il y a ce genre de scène, donc je pense honnêtement que ça m'a forcément influencée quand j'ai écrit là-dessus, ouais. Le personnage d'Alexander dit dans le livre la phrase suivante: les responsabilités de gestion de mon organisation m'éloignent trop souvent de mon activité première préférée, révéler les secrets, déterrer les squelettes, connaître le vrai visage de l'être humain dans toute son horreur.
Est-ce que toi, ce sont des choses qui t'ont intriguée, intéressée? Justement, tu parlais tout à l'heure du fait que tu assistais à des procès. Complètement. Est-ce que ça, c'est des choses qui ont toujours été au cœur de ta réflexion? Pour moi, et je pense que c'est ça qui m'a poussée à faire du droit, c'est vraiment de me dire: «Je peux croiser n'importe qui et je sais pas qui est cette personne». Ça veut dire que, il y a des femmes et des hommes qui ont appris que leurs compagnons étaient, des tueurs, ou que sais-je, et après, par exemple, 20 ans de vie commune, et c'est toujours quelque chose qui m'a très intriguée, pas fascinée, je pense que c'est pas le mot, mais vraiment intriguée de me dire: «Il y a des gens qui vivent avec des secrets pendant des années sans que ça leur pèse». Et j'aimais bien l'idée de ce personnage qui, même s'il est très méchant, d'avoir ce personnage qui est obsédé par l'idée de découvrir les secrets de tout le monde, et de surtout casser la façade que, les gens de la vie de tous les jours peuvent se faire, et se cacher derrière, leurs costumes, leurs vêtements, et d'avoir, ouais, vraiment ce personnage brut et de dire: «Bah, tu beau t'habiller bien tous les jours et théoriquement être un politique, derrière je sais très bien que, tu fais des choses, pas très légales». Mais justement, qu'est-ce que la dark romance raconte de notre société? Ça, je pense que ça dépend de chaque auteur, de chaque livre de dark romance. Mais alors la tienne? La mienne pour Games, déjà pour le premier tome, je pense que c'est beaucoup l'histoire d'Eléa. C'est beaucoup l'histoire, d'emprise. Moi, j'ai quelqu'un dans ma famille qui a vécu ça, ce qu'elle a vécu avec Kelly. Donc c'est quelque chose de très grave, de très dur, et j'ai vu cette personne dans ma famille se reconstruire, et pour moi, c'était tellement important de lui donner, une voix aussi dans ce roman. Et Léa, elle a beau avoir, voilà, vécu et subi, le viol, l'agression sexuelle par, Son ex, enfin son oui, mari, en à fait, qui elle par a son été ex-mari avec forcée, qui elle a été forcée, à se marier, hein, bien sûr, que je voulais avoir aussi cette notion de, forcément, alors là, attention, spoiler pour ceux qui veulent pas écouter, son enfant aussi, la relation, qu'elle a, parce que, un truc tout bête, la personne dans ma famille a complètement eu un rejet, de l'enfant qu'elle a eu, et je trouvais ça aussi très intéressant d'étudier, donc j'ai fait des recherches avec d'autres femmes, qui ont pu vivre ça. Elle, comment elle avait ressenti la naissance de cet enfant-là qui vient d'un viol, et je voulais explorer ce côté d'hyperprotection, justement, pour Eléa, son enfant, c'est tout. Là, elle est capable d'aller jusqu'à tuer, l'homme qu'elle aime pour récupérer son enfant. Donc c'était, ouais, important pour moi d'avoir, cette caractéristique d'Eléa. et Léa justement a des difficultés à s'exprimer. Mmh. Même quand elle souhaite parler, elle n'y arrive pas. Qu'est-ce que tu as voulu raconter à travers le choix d'une héroïne qui a beaucoup de mal à s'exprimer, notamment au sujet de la confiance? Ouais, alors, petite, encore une fois, alors c'est très bizarre parce que je m'inspire beaucoup de moi quand j'écris mes romans. Heu, J'avais beaucoup de problèmes à m'exprimer, donc j'avais pas de mutisme sélectif, bien sûr, mais même si je voulais dire certaines choses, j'arrivais pas à le sortir et je ne comprenais jamais pourquoi. Et ce que j'aime, c'est qu'Eléa, on ressent sa confiance en elle, mais on comprend qu'elle est bloquée par quelque chose. Et c'est la réalité pour beaucoup de jeunes femmes et de jeunes hommes, à l'heure actuelle. Même si on veut dire quelque chose, on en a besoin de dire, de parler. Ben, parfois, notre cerveau, il n'est pas avec nous et il est contre nous, justement, et il nous empêche de nous exprimer. Et pour moi, c'était très important d'avoir, justement, ce personnage qui évolue et qui, à la fin, arrive à pratiquement s'exprimer, de manière, normale avec, du moins son entourage. Et par contre, on le voit dans le tome 2, comme elle est atteinte d'un mutisme sélectif, c'est pas quelque chose qui se guérit comme ça d'un claquement de doigts, et à part à Alexander et au cercle proche, elle ne parle pas non plus, à tout le monde. Est-ce que réussir à s'exprimer, c'est surmonter ses peurs? Oui, je pense que il y a beaucoup de ça. C'est, pour moi, quand elle arrive à s'exprimer dans le roman, c'est qu'elle commence à reprendre le contrôle sur ce qu'elle a vécu, sur son corps, sur son esprit. Et pour moi, ça marque vraiment le passage entre Eléa, qui n'arrive pas à s'exprimer, qui a encore très peur de plein de choses, et Eléa qui est complètement déterminée, à tout avoir. Tu écris réseaux sociaux, caméras de sécurité, photos professionnelles, dossiers de police. Personne n'est invisible dans notre société. Est-ce que c'est quelque chose qui te travaille ça, le fait d'être constamment sous l'œil d'une caméra ou d'un algorithme? Ouais, je pense que oui, complètement. Et beaucoup, je pense, de créateurs de contenu, ou même en général, hein, une personne dans la vie de tous les jours, on a toujours cette peur, en fait, d'être surveillé tout le temps. Et je sais pas si ça vient, on va dire, de nous-mêmes, en fait, de l'intérieur, mais j'ai toujours eu cette peur de me dire, «Demain, je peux pas disparaître complètement, en fait. Demain, il y a toujours quelque chose qui va me relier à quelque chose», et ouais, ça me terrorise. C'est une perte de liberté? Je pense. Moi, je le ressens un peu comme ça, parce que je me dis: «Demain, je vais reprendre ma vie à zéro, au-delà des réseaux sociaux, avec ma carte bleue, avec mes cartes d'identité, avec, dans la rue», et je comprends que c'est aussi une question de sécurité,
Mais au final, moi, je me sens plus si en sécurité que ça. Parce que je me dis, si demain je veux disparaître, je peux pas. Je peux pas vivre comme je l'entends parce que je serais surveillée automatiquement. Dans le texte, Eléa est retenue captive chez Alexander qui essaie de découvrir son identité. Bien qu'elle soit maltraitée pendant plusieurs jours, elle ne lâche pas un mot. Alexander décide donc de la manipuler, d'exercer une emprise psychologique sur elle. Il dit: Je dois utiliser tous les moyens que j'ai à ma disposition pour créer une emprise sur cette fille. Il serait idiot de croire que j'ai une once d'empathie pour elle. Si je dois me mettre à chanter pour qu'elle parle, je le fais. Parfois, la violence n'est pas la solution. Quel est ton regard sur l'emprise, premièrement? Ouais. Et est-ce que tu la vois malheureusement comme une arme? Pour moi, l'emprise, c'est complètement une arme. Je pense qu'on le voit assez, dans la vie de tous les jours, tout simplement, hein, dans les journaux qu'on peut avoir autour, les histoires, tout simplement. L'emprise, c'est complètement une arme. Je veux dire, c'est un mécanisme que la personne en face déclenche, volontairement ou non, mais qui amène, la personne en face à penser que par cette personne-là. Donc à partir de ce moment-là, pour moi, oui, c'est complètement une arme. Et quand je dis que la violence n'est pas tout le temps une solution, bah, c'est la vérité aussi. Mais l'emprise, c'est une forme de violence. C'est une forme de violence, mais une violence au final qu'on ne voit pas forcément. Et c'est une violence qui est potentiellement invisible aux yeux des autres. Et par contre, point très important, dans le roman, Eléa, on va dire entre guillemets qu'elle se laisse faire parce qu'elle aussi veut le manipuler complètement. Donc, elle a conscience de ce qu'il fait. Mais Alexander, s'il aurait pu clairement la manipuler et Gagner la avec mettre sous ça. emprise, il l'aurait fait. Mais au final, je pense qu'il aurait fini par la tuer parce que ça ne lui aurait pas convenu. L'emprise est d'ailleurs présente partout dans Mm. le livre. On la trouve, on l'a dit, à travers la relation qu'il essaie de créer avec Eléa, mais aussi à travers la fascination du personnage d'Alexander pour la possession de manière générale. Possession d'objets, de personnes, de Ouais. pouvoir. Qu'est-ce qui t'a inspiré cette caractéristique déterminante du personnage? Sincèrement, quand j'ai créé Alexander, j'aime bien créer mes personnages et qu'ils soient logiques. Ça veut dire que créer un personnage qui est méchant parce que maman lui a pas donné son 4 heures, je vois pas l'intérêt. Sincèrement, je ne vois pas l'intérêt. Il peut en avoir et parfois ça m'arrive d'en lire et je trouve ça, bien. Mais j'aime énormément créer des personnages qui ont, vécu des choses, qui ont des incidences. Et j'ai été quelqu'un, je pense, dans ma jeunesse de très possessif, pas au point d'Alexander, je rassure tout le monde. J'ai pu être très possessive en amitié ou avec les objets que je possédais. Et c'est toujours quelque chose qui a fait rire ma famille, en disant Océane, on ne peut pas toucher quelque chose qui lui appartient parce que vraiment, ça la rend dingue. Je me rappelle, petite, j'avais des dessins. Quand ma sœur touchait mes dessins, je pouvais aller jusqu'à les déchirer parce que j'étais pas contente qu'elle les ait touchés. Et quand j'y ai repensé, je me suis dit, j'aimerais bien explorer ce côté-là. Donc, par contre, du coup, vraiment, on est sur de la pathologie clairement avec Alexander. Je voulais explorer quand même ce côté-là pour voir à l'extrême jusqu'où il peut aller. Et lui, vraiment, c'est ça. S'il peut pas avoir quelque chose qu'il veut, il préférera le brûler, le tuer, tout ce qu'il veut. Mais si ça lui appartient pas, ça appartiendra pas aux autres. Et est-ce que cette histoire, quelque part, c'est pas aussi celle d'une quête, d'une émancipation, d'une libération d'emprise et de Mm. traumatisme? Pour moi, si, parce que Eléa, à la fin, la scène de fin qu'on retrouve dans le prologue, pour moi, elle est très importante. C'est une scène où Alexander lui laisse le choix, au-delà d'un choix, par exemple, sexuel qu'il y a tout au long du roman. On va en parler après. C'est vraiment le choix de fais-le. Si tu as envie de le faire, au final, je sais que ce que j'ai fait, et c'est un peu, pas de la rédemption pour Alexander, mais Alexander comprend ce qu'il a fait. Et il se dit, j'ai vraiment brisé quelqu'un que j'aime au final. Donc il lui laisse le choix complet Et pour moi, c'est vraiment cette scène-là qui est la plus importante parce que Eléa, elle voudrait, on va dire, recommencer à zéro. Elle pourrait tuer Alexander et repartir complètement. Elle y était prête à le faire. Mais il y a vraiment ce choix, du coup, de mentalité où c'était important. Il y a une notion qui est mise en avant à plusieurs reprises dans le livre, c'est celle du consentement. Il y a une attirance entre Alexander et Eléa, donc entre quelque part une victime et son bourreau, au Mhm. début. Mais Alexander insiste bien sur le fait qu'il n'y aura pas de relation sexuelle avec Eléa tant qu'elle ne manifeste pas clairement son accord. Pourquoi c'était important pour toi de mettre en scène cette notion fondamentale qu'est le consentement dans le livre et d'insister sur ce trait de caractère du personnage? Alors, pour insister, on va dire, déjà, moi, c'est ma limite. Je ne peux pas écrire et je pense que ça serait impossible pour moi et ça va être ma limite, on va dire, en tant qu'autrice. Je peux pas écrire 2 personnages principaux qui se violent ou s'agressent sexuellement et finissent ensemble après.
c'est une limite que j'ai et que je respecte parce que j'écris pas pour me faire du mal et j'écris pas pour faire du mal aussi aux lecteurs et aux lectrices. C'est peut-être aussi pas le message que tu as envie Voilà, de et véhiculer je avec voulais ton pas livre. faire passer du tout ce message-là. Et tout bêtement, quand on regarde la mentalité des deux personnages, Eléa, elle a vécu le viol et l'agression sexuelle. Donc pour moi, si Alexander l'aurait violée ou agressée sexuellement, ça aurait été impensable pour elle de ne pas le tuer ou de littéralement juste rester avec lui. Et ça Alexander, aurait été impensable de tomber amoureuse aussi. impensable complètement de tomber amoureuse puisque elle n'est pas tombée amoureuse de Kelly, même si Alexander ne lui a pas fait tout ce qu'a fait Kelly. Psychologiquement, forcément, ça aurait rapproché dans son cerveau. Alexander, il a vu toute son enfance sa mère se faire agresser sexuellement par son père et frapper. Donc pour moi, c'était impensable. C'était vraiment impensable qu'il lui fasse du mal de cette manière-là. C'était pas possible. Je veux dire, il met sa mère sur un piédestal tellement grand. Pour lui, sa mère, c'est toute sa vie. La preuve, c'est l'entreprise et le nom de Stakhanov, ça vient de sa maman et pas de son père. Donc il voulait vraiment lui rendre hommage. Donc je l'aurais pas vu du tout faire ça à Eléa. À un moment dans le livre, Eléa partage à Alexandre les complexes qu'elle a à l'égard de son corps. Alexander lui répond que si elle avait 40 kilos de plus et des cicatrices, elle serait toujours aussi magnifique. Et c'est après lui avoir dit ça qu'il lui avoue être amoureux. Qu'est-ce que tu as eu envie de raconter de l'amour avec cette séquence? Alors, je pense que j'ai eu envie de raconter que déjà, l'amour, ça n'a pas de... Alors, pas limite, c'est pas le mot. Pour moi, je tombe pas amoureuse, et donc mes personnages non plus, par extension, ne tombent pas amoureuses d'un physique ou d'un âge. Pourtant, elle est belle. Pourtant, elle est très belle, Eléa. Oui, bah, bien sûr. Eléa est très belle, mais je voulais vraiment montrer que il est tombé amoureuse de sa personnalité. Alors oui, elle est très belle, ça a joué, bien sûr, mais il est tombé amoureuse de sa force, de ses combats, de ses convictions aussi. De ses faiblesses. De toutes ses faiblesses, de ce qu'elle lui a montré, de ce qu'elle lui a laissé voir et entrevoir, parce qu'un truc tout bête, Eléa, elle a montré des choses d'elle à Alexander qu'elle n'a jamais montré à Kelly, par exemple. Et je pense que c'est ça qui a vraiment fait tomber amoureux Alexander, c'est de se rendre compte que cette femme, qui était pour lui si forte et si brisée en même temps, a pu s'ouvrir à lui. Et ça, c'est ça qui, je pense, a fait fondre le cœur du croque-mitaine. Enfin, pour finir, 2 questions. Est-ce que tu peux me donner un titre de chanson qui pourrait être la bande originale du livre? Oui. C'est une musique que j'ai que j'ai écoutée, je pense que je l'ai saignée, mais tout le long de l'écriture. C'est Killer de Valérie Broussard. C'est vraiment la musique que j'ai écoutée le plus, je pense, en écrivant. J'en peux même plus, je crois, que de cette musique. À chaque fois que je l'entends, maintenant, je change parce que je me dis non, ça me rappelle les sessions d'écriture en pleine nuit. Mais s'il devait avoir une bande originale, ce serait celle-ci. Et enfin, un titre d'ouvrage qui t'a marqué? Dans en général? En général. Un ouvrage qui m'a marqué, alors ça va beaucoup étonner parce que c'est pas du tout une dark romance, c'est La Guilde des Ombres d'Anatrice. On est sur de la fantaisie pour adultes et c'est vraiment un titre qui m'a assommée. Déjà quand j'ai appris que l'autrice avait mis des années à écrire. Moi je suis quelqu'un qui marche beaucoup sur le moment. J'aime pas me lasser des choses, donc je fais les choses très intensément et très vite. Je me dis passer des années sur un roman et au final, pour moi, c'est un chef-d'œuvre, sa série entière. Et j'aimerais bien un jour avoir la prétention de me dire je suis aussi douée que certaines autrices, ce serait incroyable. Merci beaucoup, Okeanos, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle que Games, le croque-mitaine, le premier tome de ta trilogie, est publié aux éditions Chatterley. Et merci à vous tous de nous avoir écoutés. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.
Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.